Aujourd'hui, suivez-moi sur les traces de quelques-uns des plus féroces personnages qui ont jamais vogué sur les mers, les pirates de la Méditerranée. À côté de ces brutes assoiffées de sang, croyez-moi, les pirates des Caraïbes ont l'air d'enfants de cœur. Lors de leur croisade vers l'ouest, ils kidnappèrent 1 million de personnes. À la recherche de la vérité, part aujourd'hui sur leurs traces. Nous allons nous intéresser à leurs armes de mort et nous visiterons en Afrique du Nord leur sinistre cachot aujourd'hui déserté. C'est la fin de leur voyage ici? Oui. Nous découvrirons 2 bateaux pirates qui reposent aujourd'hui au fond de la mer Méditerranée. Ce sont les premiers du genre qu'on découvre. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Si ces gentilles images correspondent à l'idée que vous vous faites des pirates, alors je pense que vous allez avoir un choc. Des pirates beaucoup plus vicieux, bien plus assoiffés de sang encore, ravagèrent un temps les côtes de la mer Méditerranée. Bienvenue au sommet du rocher de Gibraltar. Je suis Hunter Ellis. Il y a plusieurs centaines d'années, de féroces bandits des mers régnaient sur toute la région. Aujourd'hui encore, on en sait peu au sujet de ces hommes. Nous allons tenter de découvrir qui ils étaient et pourquoi ils firent régner la terreur sur les mers. J'espère vous apporter un nouvel éclairage sur les pirates de la mer Méditerranée. Gibraltar fut une cible privilégiée pour les attaques de pirates. Car en effet, le rocher ne se trouve qu'à 22 km de la côte de Barbarie, lieu d'attache de ces hommes. Le plus célèbre de ces pirates fut Barbarossa, encore appelé Barbe Rouge. À la fin du XVIe siècle, accompagné de ses amis coupeurs de gorge, il se livra à un véritable massacre contre les vaisseaux européens qui avaient la mauvaise idée de croiser sa route. Le but de ces pirates était moins de couler les bateaux que de capturer les riches passagers qui se trouvaient à bord. Car ces derniers ne seraient ensuite rendus à leur famille qu'en échange d'une rançon. Ainsi, de riches marchands voyageaient-ils vêtus de haillons, espérant de cette manière échapper au kidnapping. Barbarossa régna ainsi sur les mers jusqu'au début du XVIe siècle. Mais le pire était encore à venir. Plus tard, un sultan marocain tyrannique s'empara du pouvoir et éleva la piraterie à un niveau de dépravation encore jamais atteint. La sauvagerie de Moulay Ismail donna naissance à l'empire pirate le plus sophistiqué de toute l'histoire. Mais qu'est-ce qui motiva ces attaques contre les marins européens? Pour répondre à cette question, je me rends dans le château situé au sommet du rocher de Gibraltar. Longtemps avant que les Anglais n'installent finalement leur domination sur Gibraltar en 1713, un autre pouvoir régnait ici. Cette citadelle est la preuve de sa puissance. Hunter, je suis là. Bonjour Clive. C'est beau, non? On dirait que l'endroit a été attaqué. Montez, je vais vous montrer. Ok, j'arrive. Clive Finlayson est le directeur du musée de Gibraltar. Selon lui, cet ancien château nous éclaire sur les motivations des pirates dans leur croisade contre l'Occident. On dirait que c'est la chapelle ici. Observez davantage. Regardez ces arches. J'ai déjà vu ce type d'arche dans des mosquées. En effet, beaucoup de gens oublient que les musulmans ont dominé cette région pendant environ 800 ans. 800 ans? C'est presque aussi long que l'Empire romain. Oui, c'est long, c'est très long. Nous avons ici un exemple typique de ce que faisaient les chrétiens lorsqu'ils prenaient un lieu, ils le convertissaient. Nous sommes donc ici dans une ancienne mosquée convertie en chapelle. Quand les musulmans arrivèrent? Ils arrivèrent d'Afrique en 711. C'étaient des Berbères d'Afrique du Nord ainsi que des Arabes. Ils traversèrent toute l'Espagne en seulement quelques mois. Clive m'explique que l'invasion maure fut l'une des plus importantes expansions impériales de tous les temps, la grande progression du califat musulman au 8e siècle. À l'origine installés à Bagdad, les califats s'étendirent vers l'ouest à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En 711, ils traversèrent le détroit de Gibraltar. Ensuite, l'Espagne et le Portugal. Enfin, une partie du sud de la France fut elle aussi dominée par les Arabes. Ils prospérèrent pendant 800 ans,
particulièrement en Espagne, inaugurant un âge d'or pour la science et l'architecture. Le moment le plus important de ces 800 ans fut la lutte entre musulmans et chrétiens. Dans les montagnes du Nord vivaient quelques chrétiens, en fait quelques chevaliers et quelques ducs. Ils commencèrent à penser qu'il était légitime qu'ils regagnent ces terres qui, selon eux, leur appartenaient. Ils arrivèrent à leur fin en 1492, année de la découverte de l'Amérique, entre autres. Les chrétiens dirent à tous ces musulmans, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes arrivés d'Afrique il y a 800 ans, donc il y a presque 1000 ans maintenant, rentrez chez vous. Puis, utilisant la force, ils les obligèrent à embarquer pour l'Afrique du Nord. Après 800 ans, je ne me serais pas laissé faire. Exactement. C'était leur pays depuis des générations, ils étaient nés ici. Alors, comme on ne voulait plus de nulle part, la piraterie leur a semblé un moyen comme un autre. Un moyen aussi de se venger de ces hommes qui les avaient renvoyés des terres où ils pensaient être chez eux. C'était donc au-delà d'une simple question de cupidité, c'était bien plutôt une revanche. C'est alors que les pirates commencèrent à attaquer les Européens, le djihad ou la guerre sainte. Un mot que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc, on sait désormais que des pirates avaient des motivations. Mais où trouver les preuves qu'ils étaient devenus ces bandits des mers sanguinaires? Le découvrir sera ma prochaine mission. Apparemment, ce ne sera pas simple. Bien qu'ils régnèrent sur les mers pendant près de 4 siècles, aucun de leurs vaisseaux n'a encore été découvert. Je me trouve sur le port de Gibraltar. Nous nous préparons pour une plongée à 30 mètres de profondeur au fond de la baie. Darren Fa est le directeur adjoint du musée de Gibraltar. Il souhaite nous faire partager une découverte qu'il a faite avec son équipe non loin du port. Géraldine Finlayson, une collègue de Darren, nous rejoint. Elle s'occupe d'archéologie marine. Bonjour, on plonge ensemble aujourd'hui? Oui, en effet. Je vous présente Géraldine. Bonjour Géraldine, enchanté. Alors, on fait quoi? Nous allons plonger sur un site où nous avons découvert tout un ensemble de canons posés sur le sable avec leurs munitions. Vous avez donc déjà travaillé sur le projet? Oui, nous y travaillons depuis quelque temps. C'est une découverte intéressante. Nous ne savons pas encore s'il s'agit des restes d'un naufrage. Alors il nous faut y retourner, prendre des mesures, tout répertorier. Si jamais il s'avère que c'était bien un naufrage, alors cela promet d'être passionnant. Je suis impatient. Je comprends. Bon, il nous reste pas mal de travail. On y va. Ok. J'imagine qu'avec les nombreux conflits qu'a connus la région, beaucoup d'épaves reposent aujourd'hui au fond de la mer. Oh oui, Gibraltar est un lieu de croisement de cultures depuis des milliers d'années. Nous sommes, au vrai sens du terme, aux portes d'un monde encore inconnu, ici même. Le détroit de Gibraltar fut un endroit stratégique durant des millénaires. Il relie la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Il fut aussi le théâtre d'innombrables conflits. Beaucoup de batailles s'y déroulèrent, faisant de ces eaux un cimetière pour de nombreuses épaves, depuis les vaisseaux de l'ancien monde romain à ceux plus récents des guerres napoléoniennes. Mais je suis plus particulièrement à la recherche du Shebeck. C'est un vaisseau léger, rapide, facile à manier et donc très apprécié des pirates de Barbarie. C'est un peu comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Trouver un Shebeck parmi tant d'autres épaves ne va pas être une chose aisée. Mais commençons par jeter un œil aux découvertes de Darren. Nous voici près d'un navire. On peut voir qu'il est récent puisque la coque est encore entière. Mais l'objet de notre plongée est plus difficile à appréhender. Il est recouvert par des centaines d'années de vie marine. Cependant, il nous est toujours possible de distinguer les douzaines de canons posés sur le sable. Je ne vois aucune trace de bois. Si c'est bien un naufrage, alors la coque n'est plus là. Darren et Géraldine souhaitent effectuer un certain nombre de mesures. Nous allons commencer par relever les cotes exactes du champ archéologique. Il mesure environ 20 mètres de long. Cela ne correspond pas tout à fait à la taille supposée d'un Shebeck. Mais comme il ne reste plus de coque, il est assez difficile d'imaginer à quoi ressemblait le bateau. Quant au nombre de canons, cela reste un mystère. Je vais avoir beaucoup de questions à poser à Darren et Géraldine. Alors, d'après vous, d'où proviennent tous ces canons?
Nous l'ignorons encore. Nous n'avons pas assez de preuves. Il nous manque un grand nombre d'éléments. Il se peut que ce soit un naufrage, mais il se peut aussi qu'on se soit simplement débarrassé de vieux canons obsolètes. Maintenant que vous cartographiez la couche supérieure, vous allez pouvoir déplacer certains objets. Qu'espérez-vous trouver? Si nous soulevons la couche supérieure, alors nous pourrions bien découvrir du bois en dessous, à l'abri de l'oxygène. À ce moment-là, nous pourrons peut-être déterminer s'il s'agit d'un naufrage ou d'autre chose. Nous pourrons découvrir s'il s'agissait d'un vaisseau anglais, par exemple. Grâce à la dendrochronologie, nous pourrons connaître l'âge exact du bois. Si effectivement nous en trouvons, alors oui, nous pourrons en tirer des informations précieuses. Une vraie découverte alors? Absolument. Manifestement, ce chantier recèle encore bien des secrets. Pour ma part, j'ai aussi d'autres pistes. Je pars rejoindre une équipe de chasseurs d'épaves qui pourrait bien avoir découvert non pas un, mais 2 bateaux pirates. Me voici à Gibraltar, sur les traces des plus horribles personnages qui ont jamais sillonné la mer Méditerranée, les pirates de Barbarie. Bien sûr, ils n'ont laissé que peu d'indices sur la terre ferme, donc je me rends en mer pour tenter de retrouver leurs navires qui dorment au fond de l'eau. Je crois que je suis sur un gros coup. On m'a invité à monter sur l'Odyssey Explorer. Les hommes sur ce bateau sont des chasseurs d'épaves professionnels. Ils ont à leur disposition les meilleures technologies sous-marines possibles. D'après eux, la découverte qu'ils viennent de faire pourrait concerner 2 bateaux des pirates de Barbarie. Me voici à bord pour y rencontrer Greg Stem. Bonjour Greg. Bonjour. Il est le cofondateur de Odyssey Marine Exploration. Dites-moi, votre équipe est tombée sur une mine. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Est-ce en rapport direct avec les pirates de Barbarie? Eh bien, nous avons trouvé 2 épaves dans cette zone. Nous sommes situés à l'est de l'Espagne, juste au nord du Maroc, précisément la région où les pirates ont sévi. Le genre d'endroit idéal pour s'emparer d'un vaisseau marchand. Est-ce que les objets trouvés sur place sont en lien avec la piraterie? Ces embarcations ressemblent à ce qu'on appelle des shebeks, des bateaux de pirates. La toute première découverte du genre? À ma connaissance, personne n'en a encore jamais trouvé de semblable. Le problème majeur dans leur identification, c'est qu'on ne dispose d'aucun document qui décrive de manière précise un shebek. La position des canons, par exemple. Greg m'explique que ces 2 bateaux ont sombré dans les flots il y a 300 ans. Depuis lors, ils reposent à 800 mètres de fond. Puis, ils sombrèrent dans l'oubli jusqu'à ce qu'en 2005, l'Odyssey Explorer navigue juste au-dessus d'eux. Son sonar a repéré les épaves. Et c'est alors que Zeus est entré en action. Cet engin a ouvert de toutes nouvelles perspectives dans le domaine des recherches sous-marines. Zeus a commencé par explorer le fond de la mer, pour ensuite transmettre à la surface de fabuleuses images en haute définition. Grâce à son bras articulé, Zeus a pu rapporter des échantillons de sédiments. Il a aussi effectué des mesures et il a remonté un grand nombre d'objets. Il a entre autres rapporté aux archéologues des canons ainsi que des poteries parfaitement conservées que l'on a pu dater de la fin du XVIIe siècle, l'âge d'or de la piraterie. Mais un indice en particulier a amené Greg à la conclusion que ces bateaux, trouvés au fond de la mer, pourraient bien être de véritables shebeks. Nous étions à la recherche d'une chose bien précise, à savoir un bateau équipé de 2 paires de canons. Une à l'avant, une autre à l'arrière. Ces bateaux étaient conçus pour naviguer très vite, soit afin de pourchasser d'autres embarcations en leur tirant dessus, soit au contraire afin de fuir des assaillants. Cette configuration est assez remarquable sur un navire. Les hommes capturés, les esclaves, se trouvaient au centre du bateau. Le gros navire marchand restait à la merci du vent tandis que le shebek poursuivait sa route et le rattrapait sans mal. Il suffisait ensuite de monter à l'abordage, car le but n'était pas de couler le bateau, mais bien de l'arraisonner. Peu de canons étaient nécessaires. Il suffisait d'être bien équipé en épée et de monter à bord du navire. Les photos dont nous disposons maintenant sont assez claires. Au contraire des amoncellements de canons que j'avais pu voir lors de ma plongée à Gibraltar, ici, nous n'avons que 4 grands canons sur chacun des navires, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Une preuve que nous sommes bien là en présence de shebeks. Vérifions si l'Odyssey Explorer est bien le premier à avoir découvert un shebek. Pour
Pour cela, montrons ces objets à notre équipe qui confirmera éventuellement cette hypothèse. Kara Cooney est notre archéologue et Charles Ingram est un ancien de la marine américaine. Il va nous faire partager sa grande connaissance des armes, y compris de leur usage. Kara, quant à elle, va étudier les objets manufacturés trouvés au fond de la mer. Elle va tenter pour nous de reconstituer ce puzzle géant. C'est passionnant. Elles sont de style turc, de style ottoman. Il est probable qu'elles nous apporteront des éléments de réponse en faveur des pirates de Barbarie. Même si leur intérêt est indéniable, ces objets ne constituent pas une preuve suffisante que les bateaux appartenaient à des pirates. Par contre, ils ont certainement pu appartenir à des marchands arabes. Pendant que Kara et Charles poursuivent leur travail, je retourne à Gibraltar. Je dois y découvrir un autre vestige de l'époque des pirates. Direction le rocher pour retrouver Bob Davis. Pourquoi me faire venir ici? Je souhaitais vous montrer un lieu où l'influence qu'ont eu les pirates est bien visible. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au sommet. Il reste un bon bout de chemin. J'en ai bien peur, oui. Faites attention aux singes. Ils sont partout. Oui. Belle vue, non? Époustouflante. Quand le mur fut-il construit? Eh bien, ce mur a été érigé en réponse à un événement particulier. Il faut savoir que la ville de Gibraltar fut pillée par des pirates le 8 septembre 1540. Une attaque très dévastatrice. Une partie de la population fut chassée et la ville complètement vidée. Il y a eu des viols et les églises furent détruites. Après cela, les habitants de la ville implorèrent le roi Charles V de faire quelque chose pour les protéger. C'est pourquoi il a fait bâtir ce mur. En 1540, les pirates de Barbarie dévastèrent ces côtes, mettant tout à sac, kidnappant des douzaines de personnes en échange de rançons et en tuant des centaines d'autres. Depuis lors, les habitants de Gibraltar vécurent dans une angoisse permanente. Car les pirates pouvaient débarquer n'importe quand. Ce mur, de 9 mètres de hauteur et de 400 mètres de longueur, fut une tentative désespérée pour stopper les raids. Les habitants de la ville vivaient avec l'angoisse constante de voir les pirates débarquer à nouveau. Ils souffraient de ce que certains appellent la peur de l'horizon. Alors, ce mur fut-il efficace? Eh bien, c'est un grand mur. Manifestement, il empêcha un certain nombre d'incursions ou d'attaques. La ville seulement, d'après ce que l'on sait, n'a plus subi les raids des pirates. Mais pour les habitants qui vivaient de la pêche ou bien de l'agriculture? La menace persistait, en effet. Ces gens, les pirates, débarquaient tous les ans. Chaque été, ils écumaient les côtes espagnoles, car elles restaient très tentantes pour eux. Et ils débarquaient par milliers, année après année, tous les étés, ils revenaient à la charge. Mais où vivaient-ils, ces pirates? Tout près d'ici, en réalité. Là-bas, vous voyez, de l'autre côté, c'est l'Afrique. Là-bas? C'est l'Afrique. Vous savez, c'était un combat pour la foi qui se jouait. D'un côté, les pirates étaient musulmans, de l'autre, les Espagnols étaient chrétiens. Une bataille permanente avait lieu pour le contrôle des esprits et des cœurs. Mais les victimes n'étaient pas seulement les villages côtiers. Aucun bateau européen n'était en sécurité sur la Méditerranée. Au total, durant les siècles qui suivirent, plusieurs milliers de navires furent les victimes de ces hommes sanguinaires. Mais aucun pirate ne fut plus puissant qu'un célèbre sultan qui en fit une entreprise lourde de plusieurs millions de dollars. L'équipe de À la recherche de la vérité parcourt les côtes de la mer Méditerranée afin de comprendre comment des pirates musulmans inaugurèrent une époque de terreur en Europe. J'ai décidé de suivre Bob Davis au Maroc pour visiter cette ville dont les pirates de Barbarie étaient originaires. Cette ville s'appelle Salé. Elle est située non loin de l'actuelle capitale, Rabat. Nous sommes à l'entrée du port de Salé? Oui, la capitale de ces fameux corsaires. À l'origine, la plupart de ceux qui s'installèrent ici avaient été chassés d'Espagne. Le Maroc s'avéra vite idéal, car son royaume n'existait pratiquement plus. Ils purent donc s'y installer sans craindre d'être dérangés par personne. Malgré leur toute nouvelle implantation, ils conservèrent cette même activité qu'ils avaient pratiquée jusqu'alors, la piraterie. Ils construisirent des bateaux, voyagèrent sur les mers et passèrent quelques centaines d'années à piller et à naviguer.
Et ces fortifications, existaient-elles du temps des pirates? Ce sont eux qui les construisirent. C'est le siège de la République de Bourgreg, qui provient du nom de la rivière qui coule ici. Moi, quand je pense aux pirates, j'imagine des renégats qui opèrent uniquement pour le profit de port en port, et non pas une communauté vivant dans une ville fortifiée. C'est une idée répandue, en effet. Mais la collaboration a son utilité, et ces hommes l'avaient compris. Voilà pourquoi ils fondèrent une communauté. La ville s'étendait devant nous. Il y a cette forteresse qui garde le port, et on peut imaginer les canons pointés vers la mer. La tour que nous voyons ici porte encore le nom de tour des pirates. Les plus anciens d'entre eux s'y réunissaient en conseil, et ils prenaient leurs décisions. Ils devinrent si prospères qu'ils attirèrent des gens de partout, d'autres Maures par exemple, des Espagnols ou d'autres musulmans ainsi que des chrétiens européens convertis à l'islam afin de pouvoir entrer à leur tour dans la piraterie. On ne construit pas cela si l'on n'est pas très riche. Oui, c'était un bon business. On raconte que les pirates rassemblaient tous leurs trésors dans la tour avant de se les partager. Liés à d'autres villes pirates en Tunisie, en Algérie ou en Libye, les corsaires de Salé avaient la main mise sur tous les ports de la côte de Barbarie. Mais ce n'était que le début. Bob me raconte qu'un chef apparut. Il réussit à faire d'eux les plus riches criminels du monde. Afin d'en apprendre davantage sur cet homme, rendons-nous dans une ville située à 130 km de Salé. Bienvenue à Meknès. Durant l'âge d'or des pirates de Barbarie, c'était la plus grande ville du Maroc, et même de toute l'Afrique du Nord. Je suis ici car on m'a appris que cette ville était à l'origine de la fortune des pirates. Et c'est ici à Meknès que vivait leur célèbre bienfaiteur. Peu de pirates vivaient ici, mais d'après Bob, tous connaissaient très bien Meknès. Aujourd'hui, elle possède le même caractère que toutes les villes d'Afrique du Nord, avec sa médina, la place du marché, entourée de grands murs blancs. Tout comme il y a 3 siècles, les visiteurs pénétrant dans le palais impérial doivent d'abord franchir cette magnifique porte. Nous y voici. C'est la porte de la cité impériale de Meknès, construite par le sultan Moulay Ismail. On l'appelle Bab al-Mansour. Et qu'est-ce que ça veut dire? La porte de celui qui a vaincu. Très impressionnant. Oui, mais il semble que Moulay Ismail ne la trouvait pas si impressionnante. Moulay Ismail dirigea le Maroc pendant 55 ans, de 1672 à 1727. Raconter l'histoire de cette porte, c'est aussi un peu raconter son histoire à lui. Après qu'elle fut dévoilée sous les acclamations de la foule, le sultan se rendit chez son architecte. Là, il demanda à l'homme s'il aurait été capable de bâtir une porte encore plus belle. Ce dernier, sans nul doute sincère, lui répondit que oui. Alors, Moulay Ismail sortit son épée et trancha la tête de l'homme. C'est en tout cas ce que raconte la légende. Mais elle nous en dit long sur la personnalité du sultan Moulay Ismail. C'est-à-dire, ce fut, dit-on, l'homme qui unifia le Maroc par l'épée. Ce fut aussi l'homme qui parvint à faire de la petite ville de Meknès une capitale impériale. Pour arriver à ses fins, il n'avait pas de limite. On en a une idée ici. Son souhait était même de construire un palais plus vaste que le palais de Versailles. Afin de bâtir et de faire fonctionner sa capitale impériale, Ismail aura besoin d'une grande armée, d'esclaves et de serviteurs. C'est alors qu'il a une idée. Il utilisera les services des pirates de Barbarie qui accompliront les méfaits à sa place. Et très vite, on vit les corsaires de Salé parcourir les mers pour capturer autant d'Européens que possible. Ils étendirent leurs exactions très loin sur le continent. On raconte qu'ils allèrent même kidnapper des hommes et des femmes jusqu'en Scandinavie. Mais pourquoi étaient-ils si efficaces? Nous voici de retour sur l'Odyssée Explorer. Kara étudie les objets collectés au fond de la mer. Elle semble notamment avoir identifié 2 armes. Charles se penche lui aussi sur le problème. Il se rend au centre médiéval au Danemark. Il y rencontre Benerson Little, un spécialiste faisant autorité dans le domaine des techniques d'attaque pirate. Un cimetière.
Pourquoi est-il courbé ainsi? Je n'ai jamais compris. C'est pour faciliter l'entaille. Quand vous frappez les tissus, particulièrement les tissus souples, il vous faut en plus tirer la lame vers vous afin d'entailler. Regardez, la lame est tranchante. Si je frappe la paume de ma main, il n'y a pas de blessure, pas de sang. Mais si je tire, alors je me coupe. Cette lame incurvée permet de couper naturellement en frappant, sans prendre la peine de tirer. Waouh! C'est une arme assez efficace. Tout en brandissant leur cimeterre, les pirates de Barbarie menèrent des raids à travers les villages d'Europe, envoyant leurs captifs au Maroc. Cependant, c'était surtout en mer que l'on pouvait redouter leurs armes. La plus redoutable d'entre elles prenant l'apparence de vulgaires poteries. Car il faut savoir qu'elles étaient remplies de puissants combustibles. Et Jens Christiansen, lui, en connaît la recette. Eh bien voici. Oh, la fameuse poterie. Cette recette provient d'un guide sur la pyrotechnie médiévale publié en 1540. L'idée dans cette technique n'est pas de provoquer une explosion, mais d'allumer un incendie en jetant la poterie contre un bateau, par exemple. C'est le principe de l'utilisation du napalm qu'on connaîtra dans la guerre moderne. Pour cette recette, nous avons besoin de salpêtre, de soufre, de graisse de porc et enfin de poudre. L'essence de térébenthine est elle aussi un produit inflammable. Voici un autre ingrédient important, le schnapps. Du schnapps, vraiment? D'accord. Bon, est-ce qu'il y a un moment où cela devient hasardeux à manipuler? Quand on y met le feu. Ah oui, logique. Vous voyez qu'il brûle de l'intérieur. Oui, je comprends. La préparation était faite à l'avance. Elle était probablement conservée directement dans les poteries, sans doute refermée par un couvercle de parchemin. Et enfin, elles étaient embarquées. Ce pot contient environ 20 fois la quantité de combustible que Jens vient d'enflammer. Voyons ce que cela peut donner. Comment les pirates s'y prenaient-ils? En gros, on envoie l'engin sur le pont de l'autre bateau et cela provoque l'incendie. Vous l'envoyez et vous enflammez le vaisseau adverse. Les possibilités d'éteindre un incendie à bord étaient extrêmement limitées. On ne disposait que de seaux d'eau et de couvertures humides. À cause de la quantité de salpêtre contenue à l'intérieur, une simple étincelle pouvait suffire à l'enflammer. Pas d'explosion. Au lieu de cela, notre engin produit une très forte chaleur et il brûle pendant plus de 6 minutes. Cela semble tout à fait correspondre aux descriptions laissées par les hommes de l'époque. Des survivants ont raconté comment ils jetaient quelques pots sur le bateau adverse, puis se déployaient à bord pour capturer les hommes. Tant sur terre que sur mer, les pirates constituaient une force incontestable. Notre aventure nous conduit maintenant sur la Manche, près des côtes anglaises, sur le site d'un mystérieux navire naufragé, dans lequel on aurait, semble-t-il, trouvé de l'or. Malgré de grandes difficultés, j'ai fini par trouver le lieu du naufrage d'un navire de pirates de Barbarie. À ce jour, personne n'a encore pu identifier avec certitude l'un de leurs vaisseaux. L'équipe de l'Odyssey Explorer est celle qui s'en est le plus rapprochée. Cependant, les deux épaves reposent à 800 mètres de fond et il va falloir encore beaucoup de travail pour vérifier l'exactitude de nos hypothèses. Aujourd'hui, je me rends sur les lieux d'un autre naufrage, mais bien loin cette fois de la mer Méditerranée. Paisible, le pittoresque village de Salcombe en Angleterre semble bien loin des pirates de Salé. Et il me suffit de trouver un bateau et un équipement de plongée. Pendant ce temps, Karakounet rencontre l'un des plongeurs à l'origine de la découverte du navire, Neville Oldham. Nous nous sommes rendus sur le site et nous avons plongé. L'un d'entre nous a vu quelque chose qui brillait. En le retirant de la paroi rocheuse avec son couteau, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'or. De l'or magnifique, comme s'il venait d'être fondu. Puis il a baissé son regard et s'est aperçu que le sol était jonché de pièces d'or. L'or est désormais au British Museum, mais Neville m'explique que les canons, eux, sont toujours au fond de la mer. Nous allons plonger. Il repose à peu de distance d'une plage qui, curieusement, s'appelle la plage des morts.
Vous voyez la côte qui fait face au lieu du naufrage? Ils vont plonger dans cette zone-ci, près des canons. Ces zones marquées en rouge figurent les endroits où les pièces d'or ont été retrouvées. Ici et là. Mais elles ont toutes été retirées. Nous voici sur la zone. Il est temps de braver les profondeurs froides de la Manche. On est plutôt bien tout de suite. Mais dans 5 minutes, cette eau britannique... Mon Dieu, ça va être glacial. Amusez-vous bien, d'accord? Je saurai où vous êtes. On fait un essai. 1, 2, 3, vous m'entendez? 5 sur 5. C'est ok, je vous reçois bien. On continue de descendre le long de la corde. Tout va bien. La première chose que vous devriez voir, c'est un morceau de l'encre. C'est une boucle ronde. Nous sommes en train d'évoluer en direction du rocher. Ah oui, on peut voir l'encre là-bas. Ok, maintenant on est sur le site du naufrage. Nous nous trouvons devant 4 canons qui sont situés à 3 ou 4 mètres les uns des autres. Dans quel état sont-ils? J'aimerais que vous puissiez voir ça. Il y a des concrétions, mais ils semblent intacts. Je veux dire entiers. Maintenant, on se dirige vers l'arrière du bateau. Ok, on arrive à proximité des canons arrière. Il y en a, disons 2, peut-être 3, d'après ce que je parviens à voir. Est-ce qu'ils sont très éloignés les uns des autres? Disons que tout semble être positionné selon un axe. Nous avons dû nager environ 30 mètres depuis l'avant du navire. Je crois qu'il s'agit bien d'un shebeck. Tout comme dans la mer Méditerranée, les coques ont disparu. Cependant, d'après la manière dont les canons et l'ancre sont placés, il est assez facile d'imaginer la position du navire lorsqu'il est arrivé sur le sable. Le bois a disparu au cours des siècles, laissant sur place toute une série de vestiges qui semblent corroborer l'hypothèse du navire de pirates. J'ai trouvé cette plongée absolument fabuleuse. Mais n'oublions pas que la plupart des objets trouvés sur place ont déjà été emportés. Donc, pour savoir enfin si nous avons affaire à un navire pirate, je me rends au British Museum, ici à Londres. Les vestiges découverts dans les eaux britanniques restent la propriété de la couronne. Mais comme ils ne sont pas montrés au public, j'ai besoin pour les voir d'une autorisation spéciale. Vénitia Porter est experte dans les objets manufacturés islamiques. Elle est aussi la conservatrice du trésor de Salcombe et elle a consacré plusieurs années à l'étude de cette fascinante collection de vestiges et de pièces de monnaie. Nous avons devant nous une partie de ce qui a été trouvé au large de Salcombe. Les pièces en or constituent la partie la plus importante du trésor. Regardez, celle-ci est étonnante. Les plongeurs ont retrouvé presque 500 objets en métaux précieux, dont ce doigt qui est en or. C'est la toute première pièce qu'ils ont trouvée. La plupart des pièces de monnaie ont effectivement des inscriptions en arabe. Il y a une chose très importante concernant ces pièces, notamment sur ces deux-là, les toutes dernières trouvées sur le site. Il y a une date? 1631. Cette date, 1631, peut-elle nous laisser supposer quelque chose? Oui, nous pouvons conclure, et ce également à la lumière de certains autres objets découverts, que le navire a coulé au milieu du XVIIe siècle. Cette date correspond exactement. C'est à cette période en effet que les attaques furent les plus nombreuses en Europe du Nord. 2 douzaines furent recensées en Angleterre vers 1650, l'une d'entre elles à 160 km de l'embouchure de la Tamise, donc tout près de Londres. Reste-t-il quelque chose du bateau lui-même? Eh bien, ces tout petits morceaux de bois sont intéressants. C'est incroyable, car j'ai plongé sur le site et il n'y avait pratiquement plus de bois visible. En effet, il ne nous reste que très peu de bois de la coque elle-même. Celui-là, trouvé sur place, fait donc bien partie de la coque du bateau. Oui. Ce morceau de bois, que dit-il? Apparemment, ce serait du bois provenant d'Afrique du Nord. Du bois originaire d'Afrique du Nord et des pièces de monnaie marocaines. Je crois qu'on tient nos preuves. Aurions-nous trouvé ce que nous cherchions? Un véritable navire de pirates de barbarie? Mon but, lors de ce voyage, était de retrouver un véritable shebeck de pirates.
Je n'aurais jamais imaginé le retrouver à des milliers de kilomètres de son point de départ. Mais mon voyage n'est pas terminé. Il existe au Maroc un endroit où, mieux que n'importe où sur Terre, on retrouve le témoignage des horreurs commises par les pirates de Barbarie. Me faire une idée de l'histoire des pirates de Barbarie n'a pas été chose facile. Mes recherches m'ont même conduit jusqu'au fond de la Manche. Me voici de retour au Maroc, afin de replacer la toute dernière pièce du puzzle. Comment le sultan Moulay Ismail a-t-il réussi à rassembler ses forces avec celles des corsaires de Salé et faire de la piraterie une entreprise aussi dépravée? Durant tout son règne, Ismail vécut dans le luxe, protégé par une armée de gardes du corps africains entraînés à tuer. Son but ? Créer un magnifique palais et une cour encore plus somptueuse que toutes celles des rois d'Europe. Mais rien de cela n'aurait été possible sans l'aide des pirates de Barbarie. Me revoici avec Bob Davis. Nous allons visiter ensemble le domaine de Moulay Ismail. Le palais était gigantesque. C'était le plus grand palais qu'on puisse trouver sur l'hémisphère nord. On en a la preuve tout autour de nous. Bob commence par me faire visiter un vaste quartier du palais. Je suppose alors qu'il s'agit des appartements privés du sultan. Ici, en fait, c'était pour ses chevaux. Environ 20 salles comme celle-ci servaient d'écurie et de réserve de nourriture pour les chevaux. Cela vous donne une idée de la taille de ce palais. Vous imaginez un peu à quoi il pouvait ressembler? En fait, il n'est pas facile de se faire une idée précise car le palais a subi un tremblement de terre en 1755. Cependant, même dans son état actuel, on se rend compte qu'il était gigantesque. On ne connaît pas ses dimensions d'origine car la ville moderne a été bâtie sur les ruines de l'ancien palais. Il y a, je crois, environ 250 mètres. Cependant, on est certain d'une chose, ce sont les esclaves qui ont bâti ce palais. L'esclavage n'était pas une pratique propre à Meknès. Cependant, aucun autre monarque que Moulay Ismail n'avait encore rassemblé autant d'esclaves pour son usage personnel. Bob me conduit à un endroit où l'on peut se faire une idée plus précise du nombre d'esclaves. Je pense que vous allez mieux comprendre maintenant. Faites attention aux marches. Dans les temps anciens, les esclaves descendaient ici par des échelles de cordes, qui étaient aussitôt retirées. C'est donc ici qu'Ismaël gardait sa force de travail, les hommes qui construisaient son palais. Des centaines, des milliers, à certains moments même des dizaines de milliers d'esclaves. Ici, il n'y a pas d'eau, à part celle qui vient des trous dans le plafond. Donc, si je comprends bien, la piraterie lui servait à se fournir en esclaves. Oui, le commerce entre les pirates de Salé et Moulay Ismail concernait principalement les esclaves, pour la force de travail qu'ils représentaient dans la construction du palais. Les pirates lui fournissaient ses travailleurs. Il avait besoin d'une énorme quantité d'ouvriers et elle lui était fournie dans un commerce bien rodé. C'est afin de toujours fournir Ismaël en main-d'œuvre que les pirates mirent sur pied des attaques d'un genre nouveau. Ils organisèrent des centaines de raids sur la mer Méditerranée ainsi que le long de la côte atlantique. Et cela dans un seul but, capturer le plus grand nombre possible d'esclaves blancs. Des dizaines de milliers de personnes furent enlevées et envoyées jusqu'au chantier d'Ismaël à Meknès. Moulay Ismail prenait un plaisir particulier à inspecter ses esclaves. Il demandait aux gardiens de lui amener les nouveaux arrivants jusqu'à son pavillon privé, tout au fond du palais. Ismail exigeait que parmi les prisonniers, il y ait des hommes militaires ou bien de riches marchands, car ces hommes lui servaient de monnaie d'échange. Les pauvres, mais susceptibles de travailler dur, étaient condamnés à l'esclavage. Des jeunes femmes pouvaient entrer dans le harem privé du sultan. Les pirates pouvaient recevoir l'équivalent d'une année de salaire pour la capture d'un charpentier ou d'un artisan confirmé. Ainsi, on comprend aisément pourquoi ils devinrent très riches. On estime qu'il aurait fait travailler ainsi plus de 50 000 chrétiens dans son palais.
Bien entendu, les pirates dérobaient des bijoux, ou bien de l'or. Mais avant tout, il leur fallait des hommes. Il leur arrivait aussi de les capturer à terre. Mais ils s'attaquaient en priorité aux navires transportant des hommes, puisque c'était là leur principale source de revenus. Donc, pour tous ces hommes capturés par les pirates, cet endroit représentait la fin du voyage. Eh bien oui. L'esclavage devint un business très important à Meknès. Ismaël dirigeait son affaire avec beaucoup d'intelligence. Les geôliers pouvaient infliger des punitions suffisamment douloureuses, de sorte que les esclaves courbaient l'échine la plupart du temps. Afin que vous vous rendiez mieux compte, je pensais qu'on pourrait vous faire partager une petite expérience. Alors que les dirigeants des pays européens fermaient les yeux, des dizaines de milliers d'hommes étaient réduits à l'état de marchandises pour finalement être vendus et torturés dans des geôles comme celle-ci. Vous vous rendez compte du poids de ces chaînes? Elles pouvaient peser 20 ou 30 kilos, parfois même 45. Et ils devaient les garder. Voilà, on y est presque. Plus qu'une et ce sera bon. L'horreur de ces prisons et les traitements qu'on y subissait étaient connus de toute l'Europe chrétienne. Être fait prisonnier par les hordes de pirates de barbarie était le pire cauchemar des hommes, des femmes et aussi des enfants. Je pourrais travailler, mais quant à être efficace... Eh bien, vous apprendriez, car croyez-moi, on vous forcerait à vous y mettre. Une punition particulièrement cruelle était la fustigation. Les châtiments les plus simples sont souvent les plus efficaces. Vous voyez, ça c'était très douloureux. Et je ne suis pas très doué pour donner le fouet. Les geôliers savaient, eux. En général, on donnait de 300 à 400 coups aux hommes. Je dois saigner, non? Non, non, vous ne saignez pas encore. Et ce n'est rien par rapport à ce que subissaient les esclaves. Mais je commence à me faire une idée. La leçon est terminée. Je vous laisse. Poursuivez donc votre visite. Au revoir, Moulet. L'un d'entre vous aurait-il les clés? La fustigation n'était qu'une torture parmi d'autres. On obligeait parfois les esclaves à travailler en portant une charge supplémentaire de 30 kilos. Il y avait aussi des crucifixions publiques. Et une torture particulièrement cruelle consistait à mettre le feu à la chevelure de l'esclave. Aucun doute désormais que les pirates de barbarie étaient les plus dangereux de tous les pirates. Pendant 400 ans, ils firent régner une terreur et une misère indescriptibles, faisant sur mer et sur terre 1 million d'esclaves parmi les chrétiens. Mais les pirates ne purent maintenir leur domination éternellement, et ils finirent par s'éteindre d'eux-mêmes. Au début du 19e siècle, plusieurs nations européennes arrêtèrent de se faire la guerre et concentrèrent leur attention sur leurs ennemis islamistes. Ils améliorèrent leur flotte navale et commencèrent à coloniser la côte de Barbarie, et les pirates n'eurent plus d'endroit où aller. Peu à peu, la piraterie disparut et plus personne n'en entendit parler. Il ne nous reste aujourd'hui comme témoignage que quelques épaves reposant au fond des mers, ainsi que les ruines de leurs geôles, tout au nord de l'Afrique. Descendaient ici par des échelles de cordes, qui étaient aussitôt retirées. C'est donc ici qu'Ismaël gardait sa force de travail, les hommes qui construisaient son palais. Des centaines, des milliers, à certains moments même des dizaines de milliers d'esclaves. Ici, il n'y a pas d'eau, à part celle qui vient des trous dans le plafond. Donc, si je comprends bien, la piraterie lui servait à se fournir en esclaves. Oui, le commerce entre les pirates de Salé et Moulay Ismaël concernait principalement les esclaves, pour la force de travail qu'ils représentaient dans la construction du palais. Les pirates lui fournissaient ses travailleurs. Il avait besoin d'une énorme quantité d'ouvriers et elle lui était fournie dans un commerce bien rodé. C'est afin de toujours fournir Ismaël en main-d'œuvre que les pirates mirent sur pied des attaques d'un genre nouveau. Ils organisèrent des centaines de raids sur la mer Méditerranée ainsi que le long de la côte atlantique. Et cela dans un seul but: capturer le plus grand nombre possible d'esclaves blancs.
des dizaines de milliers de personnes furent enlevées et envoyées jusqu'au chantier d'Ismaël à Meknès. Moulay Ismaël prenait un plaisir particulier à inspecter ses esclaves. Il demandait aux gardiens de lui amener les nouveaux arrivants jusqu'à son pavillon privé, tout au fond du palais. Ismaël exigeait que parmi les prisonniers, il y ait des hommes militaires ou bien de riches marchands, car ces hommes lui servaient de monnaie d'échange. Les pauvres, mais susceptibles de travailler dur, étaient condamnés à l'esclavage. Des jeunes femmes pouvaient entrer dans le harem privé du sultan. Les pirates pouvaient recevoir l'équivalent d'une année de salaire pour la capture d'un charpentier ou d'un artisan confirmé. Ainsi, on comprend aisément pourquoi ils devinrent très riches. On estime qu'il aurait fait travailler ainsi plus de 50 000 chrétiens dans son palais. Bien entendu, les pirates dérobaient des bijoux, ou bien de l'or. Mais avant tout, il leur fallait des hommes. Il leur arrivait aussi de les capturer à terre. Mais ils s'attaquaient en priorité aux navires transportant des hommes, puisque c'était là leur principale source de revenus. Donc, pour tous ces hommes capturés par les pirates, cet endroit représentait la fin du voyage. Eh bien oui. L'esclavage devint un business très important à Meknès. Ismaël dirigeait son affaire avec beaucoup d'intelligence. Les geôliers pouvaient infliger des punitions suffisamment douloureuses, de sorte que les esclaves courbaient l'échine la plupart du temps. Afin que vous vous rendiez mieux compte, je pensais qu'on pourrait vous faire partager une petite expérience. Une attaque très dévastatrice. Une partie de la population fut chassée et la ville complètement vidée. Il y a eu des viols et les églises furent détruites. Après cela, les habitants de la ville implorèrent le roi Charles V de faire quelque chose pour les protéger. C'est pourquoi il a fait bâtir ce mur. En 1540, les pirates de Barbarie dévastèrent ces côtes, mettant tout à sac, kidnappant des douzaines de personnes en échange de rançons et en tuant des centaines d'autres. Depuis lors, les habitants de Gibraltar vécurent dans une angoisse permanente. Car les pirates pouvaient débarquer n'importe quand. Ce mur, de 9 mètres de hauteur et de 400 mètres de longueur, fut une tentative désespérée pour stopper les raids. Les habitants de la ville vivaient avec l'angoisse constante de voir les pirates débarquer à nouveau. Ils souffraient de ce que certains appellent la peur de l'horizon. Alors, ce mur fut-il efficace? Eh bien, c'est un grand mur. Manifestement, il empêcha un certain nombre d'incursions ou d'attaques. La ville, mais la ville seulement, d'après ce que l'on sait, n'a plus subi les raids des pirates. Mais pour les habitants qui vivaient de la pêche ou bien de l'agriculture? La menace persistait, en effet. Ces gens, les pirates, débarquaient tous les ans. Chaque été, ils écumaient les côtes espagnoles, car elles restaient très tentantes pour eux. Et ils débarquaient par milliers, année après année, tous les étés, ils revenaient à la charge. Mais où vivaient-ils, ces pirates? Tout près d'ici, en réalité. Là-bas, vous voyez de l'autre côté, c'est l'Afrique. Là-bas? C'est l'Afrique. Vous savez, c'était un combat pour la foi qui se jouait. D'un côté, les pirates étaient musulmans, de l'autre, les Espagnols étaient chrétiens. Une bataille permanente avait lieu pour le contrôle des esprits et des cœurs. Mais les victimes n'étaient pas seulement les villages côtiers. Aucun bateau européen n'était en sécurité sur la Méditerranée. Au total, durant les siècles qui suivirent, plusieurs milliers de navires furent les victimes de ces hommes sanguinaires. Mais aucun pirate ne fut plus puissant qu'un célèbre sultan qui en fit une entreprise lourde de plusieurs millions de dollars. L'équipe de À la recherche de la vérité parcourt les côtes de la mer Méditerranée afin de comprendre comment des pirates musulmans inaugurèrent une époque de terreur en Europe. J'ai décidé de suivre Bob Davis au Maroc pour visiter cette ville dont les pirates de Barbarie étaient originaires. Cette ville s'appelle Salé. Elle est située non loin de l'actuelle capitale, Rabat. Nous sommes à l'entrée du port de Salé? Oui, la capitale de ces fameux corsaires. À l'origine, la plupart de ceux qui s'installèrent ici avaient été chassés d'Espagne. Le Maroc s'avéra vite idéal, car son royaume n'existait pratiquement plus. Ils purent donc s'y installer sans craindre d'être dérangés par personne. Malgré leur toute nouvelle implantation, ils conservèrent cette même activité qu'ils avaient pratiquée jusqu'alors, la piraterie. Eh bien voici. Oh, la fameuse poterie.
Cette recette provient d'un guide sur la pyrotechnie médiévale publié en 1540. L'idée dans cette technique n'est pas de provoquer une explosion, mais d'allumer un incendie en jetant la poterie contre un bateau, par exemple. C'est le principe de l'utilisation du napalm qu'on connaîtra dans la guerre moderne. Pour cette recette, nous avons besoin de salpêtre, de soufre, de graisse de porc et enfin de poudre. L'essence de térébenthine est elle aussi un produit inflammable. Voici un autre ingrédient important, le schnapps. Du schnapps, vraiment? D'accord. Bon, est-ce qu'il y a un moment où cela devient hasardeux à manipuler? Quand on y met le feu. Ah oui, logique. Vous voyez qu'il brûle de l'intérieur. Oui, je comprends. La préparation était faite à l'avance. Elle était probablement conservée directement dans les poteries, sans doute refermées par un couvercle de parchemin. Et enfin, elles étaient embarquées. Ce pot contient environ 20 fois la quantité de combustible que Jens vient d'enflammer. Voyons ce que cela peut donner. Comment les pirates s'y prenaient-ils? En gros, on envoie l'engin sur le pont de l'autre bateau et cela provoque l'incendie. Vous l'envoyez et vous enflammez le vaisseau adverse. Les possibilités d'éteindre un incendie à bord étaient extrêmement limitées. On ne disposait que de seaux d'eau et de couvertures humides. À cause de la quantité de salpêtre contenue à l'intérieur, une simple étincelle pouvait suffire à l'enflammer. Pas d'explosion. Au lieu de cela, notre engin produit une très forte chaleur et il brûle pendant plus de 6 minutes. Cela semble tout à fait correspondre aux descriptions laissées par les hommes de l'époque. Des survivants ont raconté comment ils jetaient quelques pots sur le bateau adverse, puis se déployaient à bord pour capturer les hommes. Tant sur terre que sur mer, les pirates constituaient une force incontestable. Notre aventure nous conduit maintenant sur la Manche, près des côtes anglaises, sur le site d'un mystérieux navire naufragé, dans lequel on aurait, semble-t-il, trouvé de l'or. Malgré de grandes difficultés, j'ai fini par trouver le lieu du naufrage d'un navire de pirates de Barbarie. À ce jour, personne n'a encore pu identifier avec certitude l'un de leurs vaisseaux. L'équipe de l'Odyssey Explorer est celle qui s'en est le plus rapprochée. Cependant, les deux épaves reposent à 800 mètres de fond et il va falloir encore beaucoup de travail pour vérifier l'exactitude de nos hypothèses. Aujourd'hui, je me rends sur les lieux d'un autre naufrage, mais bien loin cette fois de la mer Méditerranée. Conduit jusqu'au fond de la Manche. Me voici de retour au Maroc, afin de replacer la toute dernière pièce du puzzle. Comment le sultan Moulay Ismail a-t-il réussi à rassembler ses forces avec celles des corsaires de Salé et faire de la piraterie une entreprise aussi dépravée? Durant tout son règne, Ismail vécut dans le luxe, protégé par une armée de gardes du corps africains entraînés à tuer. Son but ? Créer un magnifique palais et une cour encore plus somptueuse que toutes celles des rois d'Europe. Mais rien de cela n'aurait été possible sans l'aide des pirates de Barbarie. Me revoici avec Bob Davis. Nous allons visiter ensemble le domaine de Moulay Ismail. Le palais était gigantesque. C'était le plus grand palais qu'on puisse trouver sur l'hémisphère nord. On en a la preuve tout autour de nous. Bob commence par me faire visiter un vaste quartier du palais. Je suppose alors qu'il s'agit des appartements privés du sultan. Ici, en fait, c'était pour ses chevaux. Environ 20 salles comme celle-ci servaient d'écurie et de réserve de nourriture pour les chevaux. Cela vous donne une idée de la taille de ce palais. Vous imaginez un peu à quoi il pouvait ressembler? En fait, il n'est pas facile de se faire une idée précise car le palais a subi un tremblement de terre en 1755. Cependant, même dans son état actuel, on se rend compte qu'il était gigantesque. On ne connaît pas ses dimensions d'origine, car la ville moderne a été bâtie sur les ruines de l'ancien palais. Il y a, je crois, environ 250 mètres. Cependant, on est certain d'une chose. Ce sont les esclaves qui ont bâti ce palais. L'esclavage n'était pas une pratique propre à Meknès. Cependant, aucun autre monarque que Moulay Ismail n'avait encore rassemblé autant d'esclaves pour son usage personnel.
Bob me conduit à un endroit où l'on peut se faire une idée plus précise du nombre d'esclaves. Je pense que vous allez mieux comprendre maintenant. Faites attention aux marches. Dans les temps anciens, les esclaves descendaient ici par des échelles de cordes, qui étaient aussitôt retirées. C'est donc ici qu'Ismaël gardait sa force de travail, les hommes qui construisaient son palais. Des centaines, des milliers, à certains moments même des dizaines de milliers d'esclaves. Ici, il n'y a pas d'eau, à part celle qui vient des trous dans le plafond. Donc, si je comprends bien, la piraterie lui servait à se fournir en esclaves. Oui, le commerce entre les pirates de Salé et Moulay Ismaël concernait principalement les esclaves, pour la force de travail qu'ils représentaient dans la construction du palais. Les pirates lui fournissaient ses travailleurs. Il avait besoin du genre. À ma connaissance, personne n'en a encore jamais trouvé de semblable. Le problème majeur dans leur identification, c'est qu'on ne dispose d'aucun document qui décrive de manière précise un shebek. La position des canons, par exemple. Greg m'explique que ces deux bateaux ont sombré dans les flots il y a 300 ans. Depuis lors, ils reposent à 800 mètres de fond. Puis, ils sombrèrent dans l'oubli, jusqu'à ce qu'en 2005, l'Odyssey Explorer navigue juste au-dessus d'eux. Son sonar a repéré les épaves. Et c'est alors que Zeus est entré en action. Cet engin a ouvert de toutes nouvelles perspectives dans le domaine des recherches sous-marines. Zeus a commencé par explorer le fond de la mer, pour ensuite transmettre à la surface de fabuleuses images en haute définition. Grâce à son bras articulé, Zeus a pu rapporter des échantillons de sédiments. Il a aussi effectué des mesures et il a remonté un grand nombre d'objets. Il a entre autres rapporté aux archéologues des canons ainsi que des poteries parfaitement conservées que l'on a pu dater de la fin du XVIIe siècle, l'âge d'or de la piraterie. Mais un indice en particulier a amené Greg à la conclusion que ces bateaux, trouvés au fond de la mer, pourraient bien être de véritables shebeks. Nous étions à la recherche d'une chose bien précise, à savoir un bateau équipé de deux paires de canons. Une à l'avant, une autre à l'arrière. Ces bateaux étaient conçus pour naviguer très vite, soit afin de pourchasser d'autres embarcations en leur tirant dessus, soit au contraire afin de fuir des assaillants. Cette configuration est assez remarquable sur un navire. Les hommes capturés, les esclaves, se trouvaient au centre du bateau. Le gros navire marchand restait à la merci du vent tandis que le shebek poursuivait sa route et le rattrapait sans mal. Il suffisait ensuite de monter à l'abordage, car le but n'était pas de couler le bateau, mais bien de l'arraisonner. Peu de canons étaient nécessaires. Il suffisait d'être bien équipé en épée et de monter à bord du navire. Les photos dont nous disposons maintenant sont assez claires. Au contraire des amoncellements de canons que j'avais pu voir lors de ma plongée à Gibraltar, ici, nous n'avons que 4 grands canons sur chacun des navires, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Une preuve que nous sommes bien là en présence de shebek. Vérifions si l'Odyssey Explorer est bien le premier à avoir découvert un shebek. Pour cela, montrons ces objets à notre équipe qui confirmera éventuellement cette hypothèse. Kara Cooney est notre archéologue. Et Charles Ingram est un ancien de la marine américaine. Il va nous faire partager sa grande connaissance des armes, y compris de leur usage. Kara, quant à elle, va étudier les objets manufacturés trouvés au fond de la mer. Elle va tenter pour nous de les Arabes. Ils traversèrent toute l'Espagne en seulement quelques mois. Clive m'explique que l'invasion maure fut l'une des plus importantes expansions impériales de tous les temps, la grande progression du califat musulman au 8e siècle. À l'origine installés à Bagdad, les califats s'étendirent vers l'ouest à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En 711, ils traversèrent le détroit de Gibraltar. Ensuite, l'Espagne et le Portugal. Enfin, une partie du sud de la France fut elle aussi dominée par les Arabes. Ils prospérèrent pendant 800 ans, particulièrement en Espagne, inaugurant un âge d'or pour la science et l'architecture. Le moment le plus important de ces 800 ans fut la lutte entre musulmans et chrétiens. Dans les montagnes du Nord vivaient quelques chrétiens, en fait quelques chevaliers et quelques ducs. Ils commencèrent à penser qu'il était légitime qu'ils regagnent ces terres qui, selon eux, leur appartenaient. Ils arrivèrent à leur fin en 1492, année de la découverte de l'Amérique, entre autres.
Les chrétiens dirent à tous ces musulmans, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes arrivés d'Afrique il y a 800 ans, donc il y a presque 1000 ans maintenant, rentrez chez vous. Puis, utilisant la force, ils les obligèrent à embarquer pour l'Afrique du Nord. Après 800 ans, je ne me serais pas laissé faire. Exactement. C'était leur pays depuis des générations, ils étaient nés ici. Alors, comme on ne voulait plus de nulle part, la piraterie leur a semblé un moyen comme un autre. Un moyen aussi de se venger de ces hommes qui les avaient renvoyés des terres où ils pensaient être chez eux. C'était donc au-delà d'une simple question de cupidité, c'était bien plutôt une revanche. C'est alors que les pirates commencèrent à attaquer les Européens, le djihad ou la guerre sainte. Un mot que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc, on sait désormais que des pirates avaient des motivations. Mais où trouver les preuves qu'ils étaient devenus ces bandits des mers sanguinaires? Le découvrir sera ma prochaine mission. Apparemment, ce ne sera pas simple. Bien qu'ils régnèrent sur les mers pendant près de 4 siècles, aucun de leurs vaisseaux n'a encore été découvert. Je me trouve sur le port de Gibraltar. Nous nous préparons pour une plongée à 30 mètres de profondeur au fond de la baie. Darren Fa est le directeur adjoint du musée de Gibraltar. Il souhaite nous faire partager une découverte qu'il a faite avec son équipe non loin du port. Géraldine Finlayson, une collègue de Darren, nous rejoint. Elle s'occupe d'archéologie marine. Bonjour, on plonge ensemble aujourd'hui? Oui, en effet. Je vous présente Géraldine. Bonjour Géraldine, enchanté. Alors, on fait quoi? Nous allons plonger sur un site où nous avons découvert tout un ensemble de canons posés sur le sable avec leurs munitions. Vous avez donc déjà travaillé sur le projet? Oui, nous y travaillons depuis quelque temps. C'est une découverte intéressante. Nous ne savons pas encore s'il s'agit des restes d'un naufrage. Alors il nous faut y retourner, prendre des mesures, tout répertorier. Si jamais il s'avère que c'était bien un naufrage, alors cela promet d'être passionnant. Je suis impatient. Je comprends. Bon, il nous reste pirates de barbarie. À ce jour, personne n'a encore pu identifier avec certitude l'un de leurs vaisseaux. L'équipe de l'Odyssey Explorer est celle qui s'en est le plus rapprochée. Cependant, les deux épaves reposent à 800 mètres de fond et il va falloir encore beaucoup de travail pour vérifier l'exactitude de nos hypothèses. Aujourd'hui, je me rends sur les lieux d'un autre naufrage, mais bien loin cette fois de la mer Méditerranée. Paisible, le pittoresque village de Salcombe en Angleterre semble bien loin des pirates de Salé. Et il me suffit de trouver un bateau et un équipement de plongée. Pendant ce temps, Cara Cooney rencontre l'un des plongeurs à l'origine de la découverte du navire, Neville Oldham. Nous nous sommes rendus sur le site et nous avons plongé. L'un d'entre nous a vu quelque chose qui brillait. En le retirant de la paroi rocheuse avec son couteau, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'or. De l'or magnifique, comme s'il venait d'être fondu. Puis il a baissé son regard et s'est aperçu que le sol était jonché de pièces d'or. L'or est désormais au British Museum, mais Neville m'explique que les canons, eux, sont toujours au fond de la mer. Nous allons plonger. Il repose à peu de distance d'une plage qui, curieusement, s'appelle la plage des morts. Vous voyez la côte qui fait face au lieu du naufrage? Ils vont plonger dans cette zone-ci, près des canons. Ces zones marquées en rouge figurent les endroits où les pièces d'or ont été retrouvées. Ici et là. Mais elles ont toutes été retirées. Nous voici sur la zone. Il est temps de braver les profondeurs froides de la Manche. On est plutôt bien tout de suite. Mais dans 5 minutes, cette eau britannique... Mon Dieu, ça va être glacial. Amusez-vous bien, d'accord? Je saurai où vous êtes. On fait un essai. 1, 2, 3, vous m'entendez? 5 sur 5. C'est ok, je vous reçois bien. On continue de descendre le long de la corde. Tout va bien. La première chose que vous devriez voir, c'est un morceau de l'encre. C'est une boucle ronde. Nous sommes en train d'évoluer en direction du rocher. Ah oui, on peut voir l'encre là-bas. Ok, maintenant on est sur le site du naufrage. Nous nous trouvons devant 4 canons qui sont situés à 3 ou 4 mètres les uns des autres. Dans quel état sont-ils? J'aimerais que vous puissiez voir ça. Il y a des concrétions, mais ils semblent intacts. Je veux dire entiers. Maintenant, on se dirige vers l'arrière du bateau.
Ok, on arrive à proximité des canons. C'est en tout cas ce que raconte la légende. Mais elle nous en dit long sur la personnalité du sultan Moulay Ismail. C'est-à-dire? Ce fut, dit-on, l'homme qui unifia le Maroc par l'épée. Ce fut aussi l'homme qui parvint à faire de la petite ville de Meknès une capitale impériale. Pour arriver à ses fins, il n'avait pas de limite. On en a une idée ici. Son souhait était même de construire un palais plus vaste que le palais de Versailles. Afin de bâtir et de faire fonctionner sa capitale impériale, Ismail aura besoin d'une grande armée, d'esclaves et de serviteurs. C'est alors qu'il a une idée. Il utilisera les services des pirates de Barbarie qui accompliront les méfaits à sa place. Et très vite, on vit les corsaires de Salé parcourir les mers pour capturer autant d'Européens que possible. Ils étendirent leurs exactions très loin sur le continent. On raconte qu'ils allèrent même kidnapper des hommes et des femmes jusqu'en Scandinavie. Mais pourquoi étaient-ils si efficaces? Nous voici de retour sur l'Odyssée Explorer. Kara étudie les objets collectés au fond de la mer. Elle semble notamment avoir identifié 2 armes. Charles se penche lui aussi sur le problème. Il se rend au centre médiéval au Danemark. Il y rencontre Benerson Little, un spécialiste faisant autorité dans le domaine des techniques d'attaque pirate. Un cimetière. Pourquoi est-il courbé ainsi? Je n'ai jamais compris. C'est pour faciliter l'entaille. Quand vous frappez les tissus, particulièrement les tissus souples, il vous faut en plus tirer la lame vers vous afin d'entailler. Regardez, la lame est tranchante. Si je frappe la paume de ma main, il n'y a pas de blessure, pas de sang. Mais si je tire, alors je me coupe. Cette lame incurvée permet de couper naturellement en frappant sans prendre la peine de tirer. Waouh! C'est une arme assez efficace. Tout en brandissant leur cimeterre, les pirates de Barbarie menèrent des raids à travers les villages d'Europe, envoyant leurs captifs au Maroc. Cependant, c'était surtout en mer que l'on pouvait redouter leurs armes. La plus redoutable d'entre elles prenant l'apparence de vulgaires poteries. Car il faut savoir qu'elles étaient remplies de puissants combustibles. Et Jens Christiansen, lui, en connaît la recette. Eh bien voici. Oh, la fameuse poterie. Cette recette provient d'un guide sur la pyrotechnie médiévale publié en 1540. L'idée dans cette technique n'est pas de provoquer une explosion, mais d'allumer un incendie en jetant la poterie contre un bateau, par exemple. C'est le principe de l'utilisation du napalm qu'on connaîtra dans la guerre moderne. Pour cette recette, nous avons besoin de salpêtre, de soufre, de graisse de porc et enfin de poudre. L'essence de térébenthine est elle aussi un produit publié en 1540. L'idée dans cette technique n'est pas de provoquer une explosion, mais d'allumer un incendie en jetant la poterie contre un bateau, par exemple. C'est le principe de l'utilisation du napalm qu'on connaîtra dans la guerre moderne. Pour cette recette, nous avons besoin de salpêtre, de soufre, de graisse de porc et enfin de poudre. L'essence de térébenthine est elle aussi un produit inflammable. Voici un autre ingrédient important, le schnapps. Du schnapps, vraiment? D'accord. Bon, est-ce qu'il y a un moment où cela devient hasardeux à manipuler? Quand on y met le feu. Ah oui, logique. Vous voyez qu'il brûle de l'intérieur. Oui, je comprends. La préparation était faite à l'avance. Elle était probablement conservée directement dans les poteries, sans doute refermées par un couvercle de parchemin. Et enfin, elles étaient embarquées. Ce pot contient environ 20 fois la quantité de combustible que Jens vient d'enflammer. Voyons ce que cela peut donner. Comment les pirates s'y prenaient-ils? En gros, on envoie l'engin sur le pont de l'autre bateau et cela provoque l'incendie. Vous l'envoyez et vous enflammez le vaisseau adverse. Les possibilités d'éteindre un incendie à bord étaient extrêmement limitées. On ne disposait que de seaux d'eau et de couvertures humides. À cause de la quantité de salpêtre contenue à l'intérieur, une simple étincelle pouvait suffire à l'enflammer. Pas d'explosion. Au lieu de cela, notre engin produit une très forte chaleur et il brûle pendant plus de 6 minutes. Cela semble tout à fait correspondre aux descriptions laissées par les hommes de l'époque.
Des survivants ont raconté comment ils jetaient quelques pots sur le bateau adverse, puis se déployaient à bord pour capturer les hommes. Tant sur terre que sur mer, les pirates constituaient une force incontestable. Notre aventure nous conduit maintenant sur la Manche, près des côtes anglaises, sur le site d'un mystérieux navire naufragé, dans lequel on aurait, semble-t-il, trouvé de l'or. Malgré de grandes difficultés, j'ai fini par trouver le lieu du naufrage d'un navire de pirates de Barbarie. À ce jour, personne n'a encore pu identifier avec certitude l'un de leurs vaisseaux. L'équipe de l'Odyssey Explorer est celle qui s'en est le plus rapprochée. Cependant, les deux épaves reposent à 800 mètres de fond et il va falloir encore beaucoup de travail pour vérifier l'exactitude de nos hypothèses. Aujourd'hui, je me rends sur les lieux d'un autre naufrage, mais bien loin cette fois de la mer Méditerranée. Paisible, le pittoresque village de Salcombe en Angleterre semble bien loin des pirates de Salé. De nourriture pour les chevaux. Cela vous donne une idée de la taille de ce palais. Vous imaginez un peu à quoi il pouvait ressembler? En fait, il n'est pas facile de se faire une idée précise car le palais a subi un tremblement de terre en 1755. Cependant, même dans son état actuel, on se rend compte qu'il était gigantesque. On ne connaît pas ses dimensions d'origine car la ville moderne a été bâtie sur les ruines de l'ancien palais. Il y a, je crois, environ 250 mètres. Cependant, on est certain d'une chose, ce sont les esclaves qui ont bâti ce palais. L'esclavage n'était pas une pratique propre à Meknès. Cependant, aucun autre monarque que Moulay Ismail n'avait encore rassemblé autant d'esclaves pour son usage personnel. Bob me conduit à un endroit où l'on peut se faire une idée plus précise du nombre d'esclaves. Je pense que vous allez mieux comprendre maintenant. Faites attention aux marches. Dans les temps anciens, les esclaves descendaient ici par des échelles de cordes, qui étaient aussitôt retirées. C'est donc ici qu'Ismaël gardait sa force de travail, les hommes qui construisaient son palais. Des centaines, des milliers, à certains moments même des dizaines de milliers d'esclaves. Ici, il n'y a pas d'eau, à part celle qui vient des trous dans le plafond. Donc, si je comprends bien, la piraterie lui servait à se fournir en esclaves. Oui, le commerce entre les pirates de Salé et Moulay Ismail concernait principalement les esclaves, pour la force de travail qu'ils représentaient dans la construction du palais. Les pirates lui fournissaient ses travailleurs. Il avait besoin d'une énorme quantité d'ouvriers et elle lui était fournie dans un commerce bien rodé. C'est afin de toujours fournir Ismaël en main-d'œuvre que les pirates mirent sur pied des attaques d'un genre nouveau. Ils organisèrent des centaines de raids sur la mer Méditerranée ainsi que le long de la côte atlantique. Et cela dans un seul but, capturer le plus grand nombre possible d'esclaves blancs. Des dizaines de milliers de personnes furent enlevées et envoyées jusqu'au chantier d'Ismaël à Meknès. Moulay Ismail prenait un plaisir particulier à inspecter ses esclaves. Il demandait aux gardiens de lui amener les nouveaux arrivants jusqu'à son pavillon privé, tout au fond du palais. Ismail exigeait que parmi les prisonniers, il y ait des hommes militaires ou bien de riches marchands, car ces hommes lui servaient de monnaie d'échange. Les pauvres, mais susceptibles de travailler dur, étaient condamnés à l'esclavage. Des jeunes femmes pouvaient entrer dans le harem privé du sultan.